Chers auditeurs, bonsoir. Bonsoir et bonne année. Bonne année 2026. Pour commencer, je suis très heureux de cette perspective de la passer à nouveau avec vous. Alors, chers auditeurs, le thème de l'émission de ce soir, vous l'avez entendu déjà, c'est la conscience des nations. Conscience car nous parlerons de guerre de religion. Conscience car nous parlerons aussi, dans le fil de cette émission, de management ou de direction d'hommes au sein d'une entreprise et de direction chrétienne des hommes, des employés, des cadres. Conscience car nous parlerons de la gauche et donc aussi de la droite. Conscience car, à l'occasion de l'entrevue portant sur le premier des 3 livres présentés, eh bien, nous présenterons justement cette prise de conscience de l'émergence des nations face au Saint-Empire. Les 3 invités que je reçois ce soir sont d'abord Arnaud Blin, stratégiste, historien de la guerre, auteur de 1566-1659, La guerre des nations, un livre publié ce mois-ci chez Passé Composé. Je recevrai ensuite François-Daniel Mijon, qui est fondateur du Thomas More Leadership Institute, qui est l'auteur de La Passion d'une conscience, 8 contemplations avec Thomas More, un livre sorti chez Salvator, c'était en mai dernier, en mai 2025. Et puis pour finir, Jean-François Chemin, écrivain, auteur entre autres de Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature, livre publié chez Via Romana cette année, et ce sera la 3e entrevue, le 3e livre présenté ce soir. Alors c'est un programme alléchant, restez surtout avec nous et j'ai grand plaisir à saluer et accueillir pour la 3e fois sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, Arnaud Blin. Bonsoir Arnaud Blin. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette entrevue que vous nous donnez d'Amérique du Nord. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous d'ailleurs. Il est 15h30. Il est 15h30. Bon, merci en tout état de Voilà. cause. Arnaud Blin, vous étiez déjà venu, alors c'était entre autres publications de votre part, pour nous présenter les grands capitaines d'abord et puis les conquérants de la steppe. Alors on comprend évidemment que vous êtes stratégiste, que vous êtes historien de la guerre. Le livre que vous nous présentez ce soir, paru chez Passé Composé, est intitulé 1566-1659, la guerre des nations. Et ce n'est pas un usage très répandu, mais la date précède en quelque sorte le titre. Pourquoi donc? Parce que c'est une guerre qui va durer une centaine d'années. D'ailleurs, dans le livre, j'appelle ça la Seconde Guerre de 100 ans. Et c'est une guerre qui commence par les velléités d'indépendance des Hollandais, des provinces unies, comme on les appelle à l'époque, face à l'empire tentaculaire qui est la maison des Habsbourg, et qui se terminera donc près de 100 ans plus tard, en 1659, avec l'émergence des nations modernes, des nations moyennes. Ça nous renvoie un peu au discours qu'a fait Mark Carney l'autre jour, le Premier ministre canadien, qui parlait de la volonté des puissances moyennes de résister aux nouveaux empires. Donc, au XVIe siècle et XVIIe siècle, on en était déjà là avec les puissances moyennes qui finalement arrivent à refouler l'hégémonie d'un empire. Sachant que certaines de ces puissances modernes deviendront des puissances tout court, et que précisément cette période longue, près d'un siècle, marque l'émergence de nouvelles nations face à l'Empire, justement. Oui, alors c'est la première de ces nations, évidemment, c'est la France, qui va devenir la première puissance continentale européenne, et l'Angleterre, qui reste en dehors du conflit, qui deviendra la première puissance maritime, avec les Pays-Bas, qui vont aussi être une des grandes puissances maritimes de l'époque. Donc ce que vous nous offrez dans 1566-1659, la guerre des nations, Arnaud Blin, c'est une mise en perspective historique singulière, car de fait, ce que vous appelez la Seconde Guerre de 100 ans, d'abord, vous l'avez dit, n'oppose pas l'Angleterre à la France. La France est partie au conflit, l'Angleterre ne l'est pas, et puis c'est une période très longue. Donc vous avez réuni au moins 3 guerres, voire plus, Oui, selon que l'on étudie simplement les guerres internationales opposant au moins 2 nations, et puis les conflits intérieurs. c'est-à-dire que traditionnellement, on a séparé tous ces conflits. Les Hollandais se sont intéressés surtout à la guerre de 80 ans contre l'Espagne. L'Allemagne s'est intéressée à la guerre de 30 ans.
Et la France est intéressée tout particulièrement, bon, d'abord aux guerres de religion, qui sont en fond du conflit qui oppose alors les Provinces-Unies à l'Espagne, et elle s'est concentrée surtout sur l'épisode de la Fronde et de la guerre contre l'Espagne qui est concomitante à cette période troublée. Vous êtes le premier à rapprocher ces trois conflits au moins? Je crois, oui. Bon, il y a eu des études des relations internationales, par exemple les relations internationales de l'époque moderne, où on parle de divers conflits, etc. Il y a eu beaucoup de livres sur les autres conflits, hein, notamment sur la guerre de 30 ans. Mais je crois être effectivement le premier à réunir ces trois conflits en une seule guerre d'une centaine d'années. Donc, Arnaud Blanc, est-ce que ça signifie que l'Europe tout entière était en paix en 1565, juste avant que ne s'ouvre la période que vous définissez ici, et qu'elle était à nouveau en paix en 1660? non, elle n'est ni en paix avant ni en paix après. Mais c'est un conflit qui va vraiment opposer, où les nations comme la France, les Provinces-Unies, la Suède, etc., vont vraiment s'opposer à l'hégémonie Habsbourg. Après 1660, ce sont d'autres guerres avec d'autres alliances, des guerres entre les nations qui elles-mêmes étaient alliées auparavant, puisqu'on a une guerre entre la France et les Provinces-Unies notamment. Donc c'est une toute autre configuration qui va être celle qu'on appellera le système westphalien, avec ce système d'équilibre entre des nations de taille moyenne, où l'idée est qu'il n'y ait pas une seule superpuissance qui parvienne à imposer son hégémonie sur le continent. Et à partir de ce moment-là, l'Europe, de toute manière, les grandes puissances européennes vont aller conquérir d'autres territoires, d'autres continents, et c'est surtout là qu'elles vont s'affronter au 18e, 19e siècle, 19e siècle surtout, puisque c'est le guerre où il y aura le moins, à part l'épisode napoléonien, c'est le siècle où on verra le moins de conflits en Europe. Arnaud Blin, on comprend bien la comparaison, l'analogie que vous faites entre cette très longue guerre de 93 ans avec la guerre de 100 ans. Est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi soit une avant-première guerre mondiale, soit la première guerre mondiale? Alors, il y a beaucoup de populations différentes. C'est évidemment une guerre euh, multinationale que cette guerre longue. Habituellement, on présente la guerre de 100 ans comme la guerre de 7 ans, pardon, comme une sorte d'avant-guerre mondiale, avec cette différence évidemment qu'il n'y a pas de théâtre des opérations dans la guerre que vous décrivez en dehors d'Europe, à l'exception peut-être de la Jamaïque. Est-ce que vous souhaitez, par cette nouvelle historiographie, détrôner la guerre de 7 ans comme vous détrônez en quelque sorte la guerre de 100 ans? Non, parce que la guerre de 7 ans, elle se joue sur des théâtres divers, hein, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Asie, en Inde notamment. Donc c'est vraiment le premier conflit international. Celui-ci, il est concentré surtout sur l'Europe, avec quelques escarmouches aux Caraïbes, notamment entre les Anglais et les Espagnols. En revanche, c'est vraiment les prémices de ces guerres totales qu'on va connaître au XXe siècle, alors que la guerre de 7 ans, je ne la mettrai pas tout à fait dans cette catégorie. Et similairement aux deux guerres mondiales et aussi à l'épisode napoléonien d'ailleurs, c'est une guerre où vous voyez un empire qui tente de s'imposer à toutes les autres puissances sur le continent. Donc en ce sens, c'est assez similaire, avec en plus cette caractéristique des guerres totales qui est l'implication des civils qui deviennent les premières victimes de tous ces combats. Et ça sera le cas notamment durant la guerre en Allemagne, ce qu'on désigne comme la guerre de 30 ans, où vous avez peut-être, enfin, vous avez 3-4 millions de personnes qui vont périr, 3-4 millions de civils en Allemagne.
Pas tous du fait des opérations de guerre d'ailleurs, pour partie aussi du fait des maladies, des épidémies, mais Oui, tout évidemment à la fait. guerre La n'arrange plupart jamais rien. voilà. Alors, déjà, vous avez en Allemagne, vous avez environ 500 000 soldats qui vont périr. Sur les autres théâtres, notamment entre la France, l'Espagne, les Provinces-Unies et l'Espagne, vous avez à peu près 400 à 500 000 autres soldats qui vont périr. Donc ça vous fait 1 million de soldats déjà, sur plusieurs décennies évidemment. Mais les civils qui périssent dans ces guerres, surtout en Allemagne, parce que c'est là où ils vont le plus, où il y aura le plus de victimes civiles, là vous avez quand même des proportions, surtout dans certaines régions, parce qu'il y a de grosses différences entre les régions. Vous allez avoir parfois des pourcentages extrêmement élevés, 30, 40, voire 50%. Ça sera le cas aussi dans des provinces qui vont devenir des provinces françaises, la Lorraine, la Franche-Comté, l'Alsace, où vous avez un pourcentage également très élevé de victimes civiles. Vous avez parlé de guerre de religion ou de questions religieuses, Arnaud Blin. Comment comprendre la guerre de 80 ans qui oppose donc les Pays-Bas ou les Provinces-Unies et le Saint-Empire? Est-ce que c'est d'abord une guerre de religion? Est-ce qu'on ne peut pas l'analyser comme une vulgaire guerre d'indépendance? Finalement, c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi de Madrid seraient gérés, seraient gouvernés les Hollandais, les Zélandais, les Frisons, etc. Comment faire le partage entre Alors, ces deux notions? alors, je ne le séparerai pas parce que vraiment les deux dimensions de ces guerres sont inextricablement liées. La seule guerre finalement où la religion a peu d'importance, sinon aucune, c'est celle qui oppose l'Espagne à la France, notamment dans sa dernière phase entre 1648 et 1659. Mais la guerre, à la fois la guerre entre les Provinces-Unies et l'Espagne et la guerre en Allemagne surtout, ce sont des conflits politiques, géopolitiques et religieux. Or, la guerre qui va opposer les Provinces-Unies à l'Espagne, elle part sur une question religieuse. Ce sont les nobles néerlandais qui vont voir les autorités espagnoles à Bruxelles parce qu'ils se plaignent de l'Inquisition. Et c'est les autorités les traitent de gueux, les renvoient sans ménagement, et c'est à partir de cela que tout va s'enflammer. Mais à part ça, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a les impôts qui sont imposés par l'Espagne, et il y a aussi, comme vous le disiez, surtout ce désir d'indépendance de ces peuples. Oui, donc les deux dimensions sont très liées, et ça signifie aussi que la guerre de 80 ans, c'est d'abord une révolte aristocratique, même si évidemment le caractère aristocratique des meneurs est, semble-t-il, dénié par Madrid. Ce qui caractérisait cette domination espagnole, outre la conscience catholique et le peu de goût, pour le dire prudemment, pour la Réformation, c'est aussi une forme de morgue et de dédain à l'égard de l'aristocratie locale? Oui, tout à fait. D'ailleurs, bon, ils vont traiter ces gens de gueux et la révolte, on appelle ça la révolte des gueux parce qu'ils prennent les victimes de ces insultes vont adopter ce nom comme leur nom de guerre. Et c'est alors si on repart en Allemagne à ce moment-là, à partir des années 1618, c'est aussi une double révolte des nobles tchèques, des nobles protestants d'ailleurs, des nobles protestants tchèques contre l'autorité impériale viennoise. Donc là aussi, dès le départ, vous avez cette double dimension politique et religieuse. Il n'y a pas de meneur. Sachant, Pardon, pardon, allez-y, Arnaud Blin. non, j'allais dire que bon, qui, le fil conducteur de toutes ces guerres, évidemment, c'est la lutte contre l'hégémonie Habsbourg, mais c'est aussi la poussée protestante qui va de plus en plus vers le sud et que les puissances catholiques, notamment bon, l'Espagne et l'Autriche, tentent de refouler, avec la France qui est au milieu, qui elle-même vient d'avoir ses propres guerres de religion
et qui, pour des raisons politiques, va s'aligner avec les protestants. Donc c'est une guerre qui est à la fois très intéressante et paradoxale aussi, puisque vous avez ce chassé-croisé entre la dimension religieuse, la dimension géopolitique et aussi la dimension politique à l'intérieur de chaque État. Pour autant, Arnaud Blin, il n'y a pas de contagion, à proprement parler des Pays-Bas, jusqu'à l'Allemagne. Il n'y a pas de meneur commun? Ou est-ce qu'il y a eu un phénomène de propagande, d'influence, des échanges entre les différentes communautés, protestantes? Est-ce que pour vous, la guerre de 30 ans, débutée en 1618 en Allemagne, est la fille de cette guerre de 80 ans issue des Pays-Bas? Euh, oui et non, c'est-à-dire que le jeu des autres puissances qui s'opposent aux Habsbourg, bien entendu, est marqué par les événements qui se produisent entre les Provinces-Unies et l'Espagne. Euh, la maison Habsbourg, c'est un corps à deux têtes, mais qui est lié. Et la combinaison des deux entités, avec l'Espagne qui est présente non seulement en Espagne évidemment, aux Pays-Bas, mais aussi en Italie et en Franche-Comté, avec cette masse du Saint-Empire qui écrase et étouffe d'autres États, notamment, et à commencer par la France, mais aussi la Suède qui vers le nord, sans cette poussée de la contre-réforme et des puissances catholiques, à la fois par l'Allemagne et aussi par la Hollande. Donc, géopolitiquement, disons, ces deux conflits sont liés. Maintenant, il y a un point important, c'est que les Hollandais, ce sont des calvinistes, alors que les Allemands sont des luthériens. Bon, il y a aussi des conflits, notamment en Allemagne, entre luthériens et calvinistes qui n'arrivent pas toujours à s'entendre. Mais est-ce que le conflit, l'un de ces conflits, a pu opposer des nations majoritairement calvinistes à des nations majoritairement luthériennes? Non, non, c'est surtout au sein de l'Empire du Saint-Empire que vous avez des frictions et des conflits entre des États luthériens ou calvinistes, sachant que il y avait en 1555, il y avait eu déjà des événements religieux dans le Saint-Empire et le traité de paix ça s'appelait la paix d'Augsbourg, le traité de paix qui avait été concocté excluait les calvinistes des accords. Donc, ils étaient totalement marginalisés. Et l'un des points importants de la paix de Westphalie qui met fin au conflit en Allemagne en 1648, c'est justement d'inclure les calvinistes avec les luthériens dans les accords de paix. Oui, et puis l'émergence de la Prusse qui suit la période que vous dépeignez ici correspond aussi à cette ascension du calvinisme, parce que le protestantisme prussien, au moins pour partie, est davantage calviniste que luthérien. Oui, tout à fait. Alors, dans cet espace où l'autorité impériale va quand même se retrouver affaiblie, vous aviez les grandes nations faisant partie de cet empire qui vont se jouer la prééminence parmi ces entités et c'est la Prusse qui va émerger comme la puissance plus forte au sein de l'Allemagne, autour de laquelle après va se former la nation allemande beaucoup plus tard. Mais on aurait pu croire à cette époque que ça serait la Bavière. D'ailleurs, la Bavière, dans le conflit en Allemagne notamment, joue un rôle très important et la France, durant tout ce conflit, joue un peu avec elle pour tenter de trouver un équilibre dans ce conflit contre l'Autriche, mais aussi bien qu'elle est alliée à la Suède en essayant d'éviter que la Suède
ne devienne la grande puissance d'Europe centrale. Parce que c'est exactement la période de l'émergence de la Suède qui n'exerçait qu'une faible influence jusque-là sur les destinées de l'Europe. On voit apparaître un État puissant, dirigé par des souverains déterminés, doté d'une bonne armée. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu l'actualité. On voit bien que parmi les puissances européennes, la Pologne et aussi la Suède se distinguent en Europe occidentale ou centrale pour leur capacité d'armement, la force de leur armée, etc. C'est Oui, tout l'émergence à de la fait. Alors Suède là, sur la scène européenne? oui, tout à fait. Alors la Suède, c'est un pays qui démographiquement est beaucoup plus faible que la France, hein. Je ne sais plus le chiffre, mais c'est de l'ordre de 1 à 2 millions d'habitants, je crois, alors que la France fait 10 fois plus à cette époque, le Saint-Empire fait 10 fois plus, mais elle subit d'énormes réformes grâce à un roi qui va s'illustrer durant cette guerre, Gustave Adolphe, donc qui remet l'économie en marche, qui transforme les institutions politiques et qui surtout va transformer son armée, qui va devenir l'une des meilleures armées européennes du moment. Donc, elle va émerger alliée à la France comme l'une des grandes puissances européennes, mais elle va aller se fracasser au début du XVIIIe siècle contre la Russie. Et à partir de ce moment-là, elle va reculer alors que la France, elle, et l'Angleterre vont continuer à progresser. Mais dans cette seconde moitié du XVIIe siècle, oui, c'est l'une des grandes puissances européennes avec la France. Alors la France, parlons-en, puisque Arnaud Blin, évidemment, ces guerres sont aussi françaises. C'est évidemment une longue période qui correspond au règne des Bourbons successifs, des premiers Bourbons, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, mais c'est surtout de notre côté, de notre point de vue de Français, une guerre de ministres. Et c'est une période durant laquelle s'illustrent tour à tour Richelieu et Mazarin, avec d'ailleurs une grande continuité entre tous les deux. Quel était leur objectif géopolitique? Quel était leur objectif stratégique au milieu de ce capharnaüm de nations déclinantes, émergentes, aux confessions multiples, qu'elles fussent catholiques romaines, luthériennes ou calvinistes, comme vous l'avez déjà dit? Alors, le grand objectif de Richelieu et puis ensuite de Mazarin, c'est d'affaiblir l'Espagne. Donc, le grand ennemi, c'est l'Espagne. Et on va donc s'impliquer progressivement dans la guerre en Allemagne dans le but d'affaiblir la Maison d'Autriche et d'affaiblir l'Espagne, de séparer les deux entités avec une présence française à partir de 1635 à la fois en Flandre, en Italie et en Allemagne. Quand Richelieu meurt en 1642, suivi de près par Louis XIII, donc c'est la régence d'Anne d'Autriche qui va prendre Mazarin à la suite de Richelieu, hein. Mazarin avait travaillé avec Richelieu et celui-ci va poursuivre donc cette politique. Et on peut dire que ce sont ces deux-là qui, d'une part, vont faire avancer la France dans cette progression géopolitique et aussi qui vont aider à aboutir au traité de paix de 1648. Arnaud Blas, est-ce que l'objectif dès le début des Richelieu était de pratiquer des annexions territoriales? La guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, elle touche au premier chef des provinces qui, depuis lors, sont devenues françaises. Je pense à la Lorraine et l'Alsace. Est-ce que le but était d'étendre le domaine de la France? Oui, parce que le but est vraiment d'avoir un pourtour, un périmètre défensif plus fort. Donc, il est évident qu'on essaie de repousser les frontières de la France le plus loin possible, d'enlever le plus possible de territoire à l'ennemi qui est donc l'Espagne, qui est quand même à 3 frontières françaises, puisqu'elle est
Elle est à la frontière pyrénéenne, en Flandre et en Franche-Comté. Donc, le but est de reprendre ces territoires et de trouver des alliances avec les autres puissances qui se trouvent dans la zone, ce qu'on va réussir. Donc, après cette période d'expansion, on va avoir une stratégie qui sera totalement différente, puisque ça sera celle de Vauban, celle du précaré, qui consiste à défendre ses frontières, même si à divers moments, Louis XIV va lui-même tenter, contre les Pays-Bas espagnols, d'acquérir encore plus de territoire. À la fin, Arnaud Blin, à la fin de la guerre de 30 ans, donc nous arrivons à 1648, il y a une grande victoire française qui marque peut-être un tournant au moins dans nos affaires militaires et l'émergence de nouveaux grands capitaines français. C'est la bataille de Zusmarshausen. Zusmarshausen, oui. Alors c'est une bataille qui, en tant que telle, militairement, disons, n'est pas à proprement parler décisive, enfin, sur le plan opérationnel, bien que ce soit une victoire des Français alliés aux Suédois contre les impériaux. Mais elle décide, les Viennois, de traiter parce qu'ils sont en perte de vitesse. Donc c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et à partir de là, ils vont traiter. Les négociations qui durent depuis environ 5-6 ans vont s'accélérer. C'est là qu'on va déboucher sur les accords de Westphalie qui sont signés quelques mois plus tard. La bataille de Zusmarshausen a lieu au mois de mai 1648, 30 ans presque jour pour jour après le début de la guerre de 30 ans. Et les accords sont signés le 24 octobre. Et c'est aussi le moment où la France va s'enliser, s'embraser dans la fronde. Donc finalement, Mazarin ne va pas pouvoir profiter de tout ce qu'il a pu accomplir durant cette guerre et avec ses accords de paix. Je reviens et j'insiste, Arnaud Blin, parce que vous le décrivez très précisément. Il y a quelque chose de très contemporain dans cette guerre, et quelque chose, ou dans ces guerres, il y a quelque chose d'encore très archaïque, au moins un souverain qui meurt au feu, un certain nombre de capitaines de diverses nationalités qui meurent au combat, et puis il y a aussi une révolution dans les affaires militaires, avec de très grands capitaines, l'école des Nassau chez les Néerlandais, cette grande figure de roi de guerre qui est Gustave Adolphe en Suède, et puis deux très grands généraux, Wallenstein qui est, je crois, bohémien, Tilly qui est brabançon, Condé qui est français, mais qui changera de camp au fil des décennies, évidemment Turenne qui est de Bouillon, qui serait belge, qui a bien servi le roi de France, Montecuccoli qui est italien, de Modène, et qui lui sert l'empereur et qui surtout est un grand théoricien de la doctrine militaire. Il y a là comment dire, un annuaire de très grandes figures qui ont révolutionné les affaires militaires. Oui, tout à fait. Il y en a d'autres, hein. D'ailleurs, il y a Spinola, qui est un Génois au service de l'Espagne. Il y a Bernard de Saxe-Weimar, qui est un Allemand qui va combattre pour la Suède et ensuite pour la France. Vous en avez d'autres encore. Oui, tout à fait. Alors, ils s'inscrivent dans cette révolution militaire qui, comme vous le disiez, a été initiée par les Hollandais dans le but de vaincre l'Espagne dans un conflit qui était asymétrique et où ils étaient les faibles par rapport aux forts. Donc, ils vont tenter de trouver des nouvelles méthodes pour vaincre la meilleure armée du monde. Et cette révolution va gagner d'abord l'Europe du Nord et ensuite se propager, notamment en France, par l'intermédiaire de Turenne et aussi de Condé. Donc vous avez vraiment une pléiade de très grands capitaines dans des batailles qu'on ne verra plus durant la période suivante, puisque celle-ci sera surtout axée sur les sièges et sur la défensive, sur les forteresses de Vauban.
Donc c'est vraiment le grand siècle du panache, de la guerre de mouvement, de la manœuvre, des stratégies indirectes, de la surprise, etc. Et ce sont des considérations particulièrement intéressantes dans 1566-1659, la guerre des nations. Finissons sur la paix. Alors 1648, c'est la paix de Münster. 1648, c'est aussi le traité de Westphalie. 1659, c'est la troisième guerre, si l'on compte pour rien la Fronde, qui est davantage une guerre civile. 1659, c'est la paix des Pyrénées, puisque la France poursuit les opérations contre l'Espagne. Le plus connu de ces trois textes, c'est évidemment le traité de Westphalie, puisqu'il a ou aurait produit une Europe dite westphalienne. Vous dites bien que dans l'historiographie, il y a deux écoles selon l'importance que l'on accorde ou non à ce texte, et puis surtout, ce modèle, s'il existe réellement, il est tout à fait discuté aujourd'hui que, d'une part, le multilatéralisme semble l'avoir emporté, et puis d'autre part, il est évidemment en grand danger, en pleine mutation, en raison des tensions au Groenland, peut-être en Iran, en tout état de cause au sein de l'Union européenne, etc., etc. Mais en quelques mots, pour vous, Arnaud Blin, à vous lire, à avoir écrit ce livre, quel est le fruit exact du traité de Westphalie de 1648, ou des traités de Westphalie? Alors les traités de Westphalie, il y en a deux, hein. Oui, Il y en a deux qui ont été signés, un à Osnabrück et un à Münster, Münster. avec les protestants et les catholiques dans chaque ville. Alors, ce qui est important, c'est que déjà, c'est la fin des guerres de religion. Donc, l'Europe a été secouée par les guerres de religion pendant plus d'un siècle et un siècle et demi. Et là, on évacue la religion de la problématique géopolitique. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est le début du droit international qui va servir à, je dirais pas à gouverner les relations internationales entre pays européens, mais à faciliter ces relations. C'est le droit international qui va progresser et qui va s'étendre de l'Europe au reste du monde, qui aujourd'hui est d'ailleurs critiqué par Trump et par d'autres. De même d'ailleurs, Enfin, Arnaud Blin, que la fin de la prise en compte de la religion dans les conflits internationaux. Les deux choses sont revenues en force ces dernières années. oui, 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 tout Mais je à vous laisse fait. finir, pardon. Oui, et puis l'autre, alors c'est pas inscrit dans les traités de Westphalie, mais l'idée de ce qui ressort de cette paix, c'est que vous avez un équilibre des puissances en Europe. L'idée étant que un État ne va pas subjuguer tous les autres États et que si cette menace arrive, les autres États vont se coaliser contre celui-ci. Et bon, ça nous ramène à ce qui s'est passé la semaine dernière à Davos, où l'Europe a eu une prise de conscience qu'il fallait s'unir contre les ennemis du moment, c'est-à-dire la Russie, la Chine et les États-Unis. Donc on en revient un peu à cette idée d'équilibre des puissances qui a fonctionné en Europe d'ailleurs, de 1648 ou 1659 jusqu'à l'épisode napoléonien, qui a été remis au bout du jour avec le congrès de Vienne de 1815 et qui va à nouveau s'effondrer en 1914. Alors, est-ce qu'à partir de 45 jusqu'à 91 ou jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est un renouveau d'un autre ordre westphalien? Là, je laisserai aux observateurs de définir ce qu'ils pensent. Pour ma part, ça n'est plus vraiment un système westphalien, puisque vous avez deux superpuissances qui dominent tout l'échiquier, mais enfin ça, c'est un autre débat. Arnaud Blin, un grand merci pour cette entrevue. Et je rappelle le titre de ce livre, 1566-1659, La guerre des nations, publié chez Passé Composé. Un grand merci. Merci à vous. Très À bonne bientôt, soirée. Arnaud Au Blin. revoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, retour sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers. Après ces quelques mesures de voyage de vacances de Joseph Strauss, nous changeons de sujet, mais nous conservons ce fil rouge qui est fourni ce soir par la conscience. Et je reçois à présent François-Daniel Mijon, qui est le fondateur du Thomas More Leadership Institute et qui est l'auteur, entre autres, de La Passion d'une conscience, 8 contemplations avec Thomas More, publié chez Salvatore en mai dernier. Et puis, d'abord, bonsoir François-Daniel Mijon. Bonsoir Luc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là. Et puis, vous avez à nouveau publié également en 2025 au sujet de Thomas More, l'art de diriger, à nouveau chez Salvatore. C'est bien cela? C'est bien cela. Donc apparemment, la figure de Thomas More vous intéresse. Pourquoi Thomas More? Thomas More, alors d'abord à titre personnel, parce que un ami un jour m'a recommandé de plonger dans Thomas More, me connaissant un petit peu. Je ne le connaissais à l'époque que par l'utopie. Et il m'a dit, écoute, regarde de près, te connaissant un petit peu et connaissant un petit peu son profil, vous pourriez avoir une belle amitié qui naît, même à quelques siècles de distance, ça a été le cas. Et puis aujourd'hui, pourquoi cette amitié prospère? Très probablement parce que ce que Thomas More a à nous dire, qui est que justement la centralité de la conscience est d'une brûlante actualité. Et dans un monde dans lequel tout bouge, il faut réinventer quelque chose. On a le choix entre réinventer à partir de l'arbitraire ou réinventer à partir de ce qui est probablement le plus précieux que nous avons en partage, la conscience. Et c'est Chesterton qui disait il y a un siècle de cela, Thomas More est important, il l'écrivait en 1929, aujourd'hui, mais il l'est moins qu'il ne le sera dans un siècle, nous y sommes. Alors Thomas More, d'abord, c'était pas Thomas Becket? C'est pas Thomas Becket. Ils sont anglais tous les deux. Ouais. Comment les distinguer? Il y a un laïc et il y a un clerc. Thomas More est laïque. Les deux, ce qui les rapproche, et à nous, il y a deux pièces magistrales, et sur l'un et sur l'autre. Thomas More ou L'homme libre est une très très belle pièce. Et ce qui les rapproche, c'est évidemment ce drame de la conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils découvrent l'un et l'autre qu'il vaut mieux vivre en paix avec sa conscience que prolonger sa vie de quelques années. Et ils en payent les deux leur vie, puisqu'ils se retrouvent les deux pris dans une forme de complot politique. Dans le cas spécifique de Thomas More, François-Daniel Mijon, est-ce que vous avez vu cette série sur France Télévisions, dont j'ai évidemment oublié le nom, une série qui lui est consacrée, absolument, Wolf Hall? C'est le nom, je crois, du palais de la famille Seymour qui fournit, enfin, c'est assez mal dit, pardon, au sein de laquelle on trouve l'une des épouses, et pas la première, de Henri VIII. Vous avez vu cette série? Alors, je n'ai pas vu la série, mais j'en ai entendu parler. Et effectivement, vous faites probablement allusion à la famille Boleyn qui a comploté et mis et le père Boleyn qui mettait un petit peu ces jeunes filles en pâture, et qui effectivement, Anne Boleyn, qui a séduit Henri VIII et qui a été à l'origine de la fameuse grande affaire d'Henri VIII, où il a souhaité divorcer de Catherine d'Aragon pour pouvoir l'épouser. Et effectivement, cette grande affaire a été un des défis pour Thomas More. Qui lui était chancelier du Royaume d'Angleterre, le premier chancelier laïque. Absolument, premier chancelier laïque. Et qui était appelé, évidemment, non seulement à valider, mais à favoriser ces assouplissements de la doctrine sacramentelle du mariage, et ce, dans un but politique, dans un but dynastique d'abord, puisque la dynastie, c'est celle des Tudors, et dans un but dynastique, dans un but de politique intérieure, tant il est vrai qu'il vaut mieux qu'un roi ait un fils et donc un successeur désigné, ou tout au moins naturel, et également dans un but géopolitique, puisque l'affaiblissement dans l'Angleterre ne pouvait pas, à l'heure où elle commençait à prétendre à une ambition européenne, ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences sur l'aura du royaume tout entier. Or, il refuse de prêter la main à cela. Absolument. Et vous l'avez dit, il le paie de sa vie, parce que
Henri VIII n'accepte pas, il aurait pu lui substituer un autre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où Henri VIII engage vraiment j'ai envie de dire la procédure pour pouvoir se séparer de Rome et se faire le chef de l'Église en Angleterre, à ce moment-là, Thomas More se démet. Avec beaucoup d'élégance, il se démet le lendemain du jour où la conférence des évêques en Angleterre accepte l'autorité d'Henri VIII. À ce moment-là, évidemment, poursuivre sa mission de chancelier deviendrait être une compromission et non plus un engagement pour essayer d'atteindre le moindre mal qui était sa philosophie politique. À ce moment-là, il démissionne. Il se retire d'ailleurs en disant à Henri VIII pour des raisons de santé, tout simplement. Ce qui permet de ne pas compromettre le souverain et de conserver cette fidélité au roi. Et ça, c'est l'application de la doctrine paulinienne, omnis potentia Deo, tout pouvoir vient de Dieu. Et donc, il n'est pas question de démissionner, en tout cas pas avec pertes et fracas, en accusant le souverain. Absolument, et merci de le souligner parce qu'on fait parfois un mauvais procès à Thomas More de lui dire c'est de la bravade, etc. Non, il a une grande délicatesse et un grand respect du roi et de sa légitimité. Il lit d'ailleurs, un de ses derniers mots, c'est « Je meurs serviteur du roi, bon serviteur du roi et de Dieu premièrement ». Donc c'est vraiment dans cet ordre-là. Il démissionne, simplement, évidemment, il a une réputation de probité, une influence morale très significative, et cette démission est quand même vécue comme un désaveu, en particulier par Anne Boleyn. Et donc, très rapidement, il est mis dans une situation où on lui demande de signer cet acte de suprématie. Il refuse de signer, il est emprisonné à la Tour de Londres, mais il garde le silence. Il pense, en bon juriste, que s'il ne dit rien, on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit, de ne rien faire, en fait. Et il essaye de se sauver comme ça, mais au Parlement passe une loi qui dit que si il n'y a pas signature explicite de l'acte de suprématie, alors il y a haute trahison. Et c'est son refus du coup de signer qui déclenche la condamnation pour haute trahison et derrière son exécution. François-Daniel Migeon, cette limite-là que l'on passe quand on ne se satisfait plus du silence, du départ, de la compromission d'une carrière, quand on ne s'en satisfait plus et qu'on exige des hommes justes, des hommes vertueux, une approbation, un engagement, pour vous, c'est le signe que l'on bascule dans la perversité ? On pourrait le dire comme ça, en tout cas pour Thomas More, c'est évident que, et c'est probablement ce qui le gênait le plus, à partir du moment où Henri VIII cherche à devenir chef spirituel en Angleterre, alors c'est la tyrannie. Puisqu'il n'y a plus distinction entre l'ordre spirituel et l'ordre temporel, les deux se confondant, la conscience se retrouve obligée d'obéir à finalement un homme. Et donc cette crispation, enfin cette confusion, conduit Thomas More à refuser cette évolution, la création de l'Église anglicane finalement, et lui dit tout simplement qu'il meurt pour cette liberté de conscience. Et vous, François-Daniel Migeon, de cela, de cet exemple, de cette histoire, vous tirez un certain nombre de leçons qui sont applicables au chef en règle générale, à la personne en situation de responsabilité, y compris dans le secteur privé, y compris dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que moi, je pourrais vous dire qu'en un sens, Thomas More a agi comme un raté ou quelqu'un de peu politique. On sait que même dans une entreprise, il faut manifester des qualités politiques. Même dans une notation d'officier, il y a un critère dans l'armée de terre de 2026 qui correspond à la politique, c'est-à-dire la capacité à faire œuvre de tact, à comprendre ce qui n'est pas dit, etc. Comment faites-vous le lien ? Quelles leçons en tirer pour le chef ? Est-ce que c'est une pure et simple leçon d'intransigeance ? Mais on sait que l'intransigeance peut aussi casser, créer du conflit et entraver le fonctionnement de l'organisation. Ouais. En fait, ce n'est pas une leçon d'intransigeance, c'est une leçon de fidélité. De fidélité à justement ce qui permet, dans le registre de l'intention, qui est le propre du politique. Le propre du politique, c'est pas que ça ne se voit pas et que du coup c'est ambigu et que du coup on peut en discuter sans aucun point de repère. Le propre du politique, c'est de travailler l'intention. Quelle est notre intention ? Et une autorité qui ne travaille pas son intention et qui n'enracine pas son intention dans la conscience est une autorité qui administre ses peurs.
ou qui administre l'ambiguïté. Mais- Et de cette ambiguïté ou de ces peurs ne peut probablement pas naître le bien commun. Et donc, si on attend d'une autorité politique de servir le bien commun, il est bon qu'elle enracine son intention dans sa conscience, qui lui permet, en tout cas c'est l'enseignement que nous donne Thomas More, qui lui permet d'abord de connaître une réalité telle qu'elle est, et non pas telle que je la pense, ou telle que je l'aimerais, et qui lui permet de découvrir qu'il y a effectivement une réalité objective qui peut être un creuset de bien commun, c'est-à-dire le bien de chacun et le bien de tous. Et cette leçon de politique que nous donne Thomas More est au cœur de tout leadership authentique, que ce soit dans l'association, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie. Pourquoi ? Parce que le leadership, on commence à en avoir besoin quand les réponses simples ne suffisent pas. Quand il faut, et c'est la clé d'entrée de cet ouvrage, Thomas More, l'art de diriger, c'est de rentrer par les paradoxes. Nous vivons et nous allons mourir, nous en sommes certains. Nous avons deux réalités antagonistes à assumer. Comment vivons-nous ici et maintenant en assumant ces deux réalités ? On peut en oublier une, par exemple, faire que la mort ne soit plus une réalité, voire même avoir une forme de... Vous voyez ce que je veux dire ? Éliminer le paradoxe. Ou bien j'essaye de trouver le chemin qui me permet à la fois de vivre et de mourir, qui me conduit à quoi ? Eh bien, à valoriser l'instant présent, parce que peut-être que la conversation que nous sommes en train d'avoir sera la dernière que j'aurai. Et donc elle prend un poids et elle prend un relief tout particulier. On voit bien que chercher à enraciner notre agir, notre intention dans une réalité qui est parfois paradoxale, déclenche en fait le meilleur usage de ce que nous avons à faire de notre liberté et de notre responsabilité. Ça signifie que la conscience du chef ne suffit pas. Il peut prendre des décisions qui sont conformes à sa propre conscience, mais il y faut aussi l'adhésion, l'assentiment de ses subordonnés, de ses collaborateurs. La conscience du monde serait la chose du monde la mieux partagée. Si l'on compare avec d'autres civilisations, par exemple, le chef qui envoie des kamikazes en 1945, des soldats de l'armée de l'air japonaise s'écraser sur des porte-avions américains, il exerce un monopole de la conscience. Ce que vous désignez là, c'est un privilège ou une spécificité européenne, occidentale, chrétienne ? C'est une réalité humaine. Nous, on a la joie de pouvoir travailler sur tous les continents et on s'aperçoit que tout le monde peut faire l'expérience intime d'une conscience qui arrive à découvrir des fondamentaux anthropologiques et humains qui nous dépassent tous et qui sont la base sur laquelle on va pouvoir construire le bien commun. Donc ça, c'est vraiment cette expérience universelle que permet justement la conscience. Alors, et ce que vous soulevez, c'est la juste place d'une autorité. Nous, on aime beaucoup parler, à l'image de Thomas More, de la collégialité. Thomas More, on lui doit la première prise de parole sur la liberté d'expression des parlementaires. C'était le 18 avril 1523. Il prend la parole devant Henri VIII, qui insiste beaucoup pour qu'il devienne représentant de la Chambre des communes. Henri VIII insiste, alors que Thomas More refuse la première fois. Et Thomas More, dans ce propos, dit deux choses. Bon, vous avez insisté, Votre Majesté, donc si je le fais mal, c'est vous qui en êtes un peu responsable, puisque moi, je n'ai pas cherché à avoir cette charge. Et par ailleurs, il ne me paraît censé d'avoir cette charge de représentant de la Chambre des communes que si tout parlementaire peut décharger sa conscience sans risque d'être inquiété. Sinon, il n'y aura pas expression du meilleur de cette noble assemblée que vous avez rassemblée pour vous éclairer dans l'exercice du pouvoir. Et il nous oriente vers quoi ? Vers le fait que toute autorité légitime est une autorité collégiale. C'est-à-dire que si le chef se pense en surplomb et se détache de ceux dont il fait partie pour pouvoir les emmener quelque part, alors il s'arroge le pouvoir, il n'est plus une autorité du service de ceux qui lui confient ou de ceux qui lui sont confiés. Et donc, il y a bel et bien, et dans l'expérience de la conscience, on le sent bien. Vous voyez, si nous parlons l'un et l'autre en conscience, ce que nous sommes en train de faire, vous ne pouvez pas faire autrement que de respecter la mienne quand vous êtes dans la vôtre. Oui, mais François-Daniel Mijon, est-ce que la conscience collective, c'est pas un débat sur le parlementarisme, rassurez-vous, mais est-ce que la conscience collective fait autant devoir que la conscience individuelle ? Est-ce que, précisément, on ne discerne pas mieux ou avec plus d'exigence son devoir quand on raisonne
seul, à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière du magistère, etc. Est-ce que l'œuvre de Thomas More, du fond de son cachot, n'a pas été plus féconde que les discussions du Parlement qui, si mes souvenirs sont bons, dans le cas anglais, a entériné continuellement des décisions qui, à tout le moins, étaient contraires à la considération que l'on doit aux femmes successives d'Henri VIII. Je ne vais pas au-delà, je ne vais même pas sur un terrain théologique. Mais... Non, la collégialité peut se perdre. Mais Thomas More a, par exemple, c'est le cardinal Wolsey qui ramène ça à Henri VII, un jeune freluquet avec à peine quelques poils au menton vient de vous mettre en échec. Quand Henri VII a essayé de faire passer au Parlement anglais une loi lui permettant de lever de l'impôt pour payer le mariage de sa fille. Thomas More, très très jeune parlementaire à ce moment-là, dit ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est cet événement-là qui a déclenché l'emprisonnement de son père, l'exil de Thomas More, qui lui permettra plusieurs années après de revendiquer la liberté d'expression. Donc, je ne dis pas que, encore une fois, la majorité ne fait pas une vérité. La collégialité, au sens le plus strict du terme, quand j'ai parlé d'autorité collégiale, c'est de s'assurer que les personnes sont en conscience, en train d'effectivement rechercher une réalité qui les dépasse, auquel l'autorité est censée se rendre disponible et écouter. C'est certainement pas l'image et l'actualité parlementaire que nous avons, où on s'envoie plutôt des représentations de la réalité à coup de violence, sans aucun dialogue. Or, le propre de la conscience, c'est le dialogue. La conscience, lorsque je rentre en conscience, je vais chercher tout de suite faire l'expérience d'une certaine manière que je reçois l'être. Et qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, que j'ai à discerner, à partir de l'intérieur, mais vers l'extérieur. Et j'ai aussi à le recevoir. Et évidemment, ceux qui m'entourent, la collégialité, ceux qui m'entourent sont des éléments que je ne peux pas ignorer dans cette conversation. Est-ce qu'on peut trouver cela dans une assemblée générale, un comité exécutif, la comitologie de la politique et du secteur public et la réunionnite du secteur privé? Eh bien, vous avez effectivement nommé toutes les maladies dont il faudrait bien qu'on se guérisse. Et on le fera en travaillant sur l'être davantage que sur le faire et en valorisant la conscience individuelle dans un cadre perpétuellement collégial. Je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, à part le futur. À part le futur. C'est-à-dire que c'est pas « on le fera », c'est que ça fait 15 ans que dans le dispositif de Thomas More, on a la joie, et maintenant il y a plus de 10 000 responsables qui ont travaillé cette question-là, on a une méthode qui prouve que ça fonctionne. Ce que nous sommes en train de dire... Pardon, François-Daniel Mijon, 10 000, ce sont les personnes que vous avez réunies pour travailler à ces questions? Oui, ça fait maintenant plus de 15 ans que l'initiative est née, qu'on appelle ce leadership authentique, qui est justement un leadership qui va chercher les fondamentaux de la conscience pour être mobilisé et déclencher ce que nous sommes en train de vivre, que tout le monde cherche. En fait, le défi que nous avons, c'est un problème de méthode. Mais toutes les consciences cherchent à être en conscience. Simplement, le chemin n'est pas forcément simple. Et donc, ce qui est important, c'est de donner des clés concrètes. Comment fais-je pour être en conscience? Et l'ouvrage que l'on a entre les mains donne ces clés. Et d'ailleurs, c'est parfois ce qui est dit sur cet ouvrage. On dit on aimerait bien avoir des trucs faciles, des Alors, méthodes, cet ouvrage, c'est Thomas More, L'art de diriger, voilà. Chez Salvatore, comme nous l'avons dit. On aimerait avoir des recettes, il n'y a pas de recettes. Il y a une invitation à provoquer sa conscience pour essayer de trouver ensemble les réponses. Et donc, cette méthode fonctionne et permet à des dirigeants, des équipes de direction, des équipes qui ont à faire des pivots de transformation très significatifs, eh bien, à ne pas se perdre parce qu'elles pivotent autour de la conscience et d'un réalisme qui est capable à la fois de mobiliser le meilleur des personnes, parce que ma conscience mobilise le meilleur de ce que j'ai à vous offrir, mais en contact profond avec le réel, puisque ma conscience me met en contact avec le réel de qui je suis, immergé dans une réalité qui me dépasse. Et donc c'est là que se fait la transformation. François-Daniel Mijon, quelle est la place du conflit dans la démarche? Est-ce qu'il faut fuir le conflit? Est-ce qu'il est générateur, ordo ab chaos? Est-ce qu'il faut privilégier la subsidiarité? Est-ce qu'il faut
couper la vague, surmonter le conflit, résoudre les tensions? Comment est-ce qu'on c'est accepte ceci? c'est une très très belle question. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot de conflit. Si le conflit, c'est une mise à mal et une mise en mouvement que je veux, enfin que je vais avoir pour vous anéantir, ne pas respecter votre conscience, je pense qu'il n'en faut pas. Si le conflit, c'est évidemment que si nos consciences se mettent à dialoguer, vous êtes en train de voir ce qui est dans mon dos que je ne vois pas, moi je vois ce qui est dans votre dos que vous ne voyez pas, et que notre dialogue va forcément avoir des perspectives et des angles morts qui vont d'abord commencer par dire mais est-ce que tu es sûr ou est-ce que vous êtes sûr de voir ce que vous voyez parce que moi je ne le vois pas. Si on est en train de parler de ce conflit-là, c'est-à-dire de l'échange de perspectives qui vont par ce qu'on appelle, nous, une convergence, permettre progressivement à nous deux de voir 360 degrés, parce que je serais monstrueux si j'avais des yeux derrière la tête, eh bien, oui, bien sûr, il faut ce conflit-là. Nous, on préfère parler de dialogue et de convergence, mais évidemment de complémentarité de vue. François-Daniel Mijon, comment est-ce qu'on fait pour, à l'inverse, ne pas faire des autres les martyrs de notre propre conscience? J'ai une conscience individuelle, je peux prôner les intérêts de telle ou telle communauté, ça se fait de plus en plus, quel que soit l'objet de la communauté, de l'ordre de la confession, de la croyance, des mœurs, des habitudes, des coutumes, que sais-je. Euh, Comment faire servir aux autres notre propre conscience? Et ce, alors que notre fond culturel, je n'ose même plus dire théologique, notre fond culturel commun s'érode au fil des années. Alors, Thomas More a une phrase qui est assez belle. Je ne mêlerai pas de la conscience d'autrui, mais avec la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on me laisse à la mienne. Et donc, comment faire? C'est-à-dire que, d'abord, le muscle que nous avons à travailler, c'est celui de notre propre conscience, qui s'avère avoir cette expérience, et Thomas More en est vraiment un très très bel exemple, à la fois une force et une fragilité. L'intuition qui jaillit de ma conscience m'oblige. Thomas More dira, elle connaît Dieu. Elle a une force incroyable dans cet ordre-là. Mais immédiatement, elle me met dans une posture d'accueil, on en a parlé tout à l'heure, de l'autre et de la réalité. Et donc dans une posture de conversation, de dialogue. Une conversation de se verser les uns dans les autres ce que nous avons de meilleur dans nos consciences. Et donc elle m'ouvre au dialogue. Et pas au combat, pas à l'annihilation de l'autre, qui est le chemin, hélas, de l'arbitraire. Et là, c'est un déplacement qui est très très important. D'ailleurs, je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait, ton ouvrage m'a ouvert un horizon. Je lui dis pourquoi? Il me dit, bah oui, la conscience. Mais j'ai dit, la conscience, c'est quand même pas la première fois qu'on en parle. Et il me dit, non, mais pour moi, la conscience, c'était le discernement, c'était la manière de savoir ce que je pense et ce que je dois faire. Ah, la méditation. Et là, j'ai découvert que la conscience était un lieu intérieur dans lequel je dialoguais pour savoir ce à quoi je consentais de plus grand et qui était susceptible de me déplacer, de me travailler de l'intérieur, en particulier par le dialogue. Et donc que c'était un dynamisme en fait. Et là, on touche du doigt le bien commun. Non pas comme une voie qu'on imposerait de manière extrêmement structurée, mais avec un horizon que nous n'arrêtons pas de chercher, parce que c'est le bien de chacun et le bien de tous, et que ça se fait en tâtonnant ensemble. Ce dont le bien commun a besoin, c'est de quelques personnes qui ont une douceur ferme. Et ça, c'est le bon chef? Et je pense que le bon chef est là. C'est cette autorité naturelle qui, quelque part, parce qu'il dit de manière simple des choses qui rejoignent des évidences oubliées d'une certaine manière, permettent d'ouvrir un cap, d'ouvrir une vision dans lequel les personnes s'engagent. Et là aussi, nous, on le voit dans les missions que nous menons, eh bien, il y a ce surcroît d'engagement. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, cherchons à bien vivre et à bien faire. C'est une expérience. Il y a très très peu de personnes, quelques pourcentages de pervers, qui vont chercher à mal faire et à faire en sorte que tout le monde vive mal. Mais la plupart cherchent le bien, simplement tâtonnent et parfois se trompent. Parce que l'autorité est naturelle dans un pays, une civilisation où on en investit essentiellement des personnes pour des raisons académiques. Même dans les armées.
Il y a des parcours très différents selon que vous avez fait Polytechnique, Saint-Cyr, que vous êtes officier sous contrat, issu du rang, etc. Est-ce que cette autorité est naturelle si elle n'est guère légitimée que par le premier poste, lui-même étant justifié par le diplôme? Vous avez encore nommé une maladie, c'est bien, que la conscience permet de lever. L'accès à l'autorité, enfin, en tout cas pour nous, c'est ce que nous recommandons, c'est que le premier critère d'un bon et d'une belle autorité, ça va être d'abord des qualités humaines, d'abord des qualités de tempérament, de caractère, de personnalité, de capacité à inspirer, de capacité à déployer l'action par le courage, par l'humilité, par la grandeur d'âme. Et ce sont ces qualités-là qu'il s'agit de regarder, qui rarement s'enferment dans un diplôme. Donc ça ne suffit pas, mais c'est pas orthogonal pour autant et c'est tout à fait naturel. Vous avez, François-Daniel Migeot, entre autres, hein, une très belle expression sur la maîtrise du fruit. Je ne cite qu'en substance, je suis désolé. Pour vous, qui maîtrise le fruit? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'entendre sur une sorte d'auteur commun, celui qui nous a donné la conscience? Est-ce que dans votre réflexion, c'est quelque chose qui freine, c'est-à-dire qu'à un moment dans la réflexion collective, fût-elle collégiale, au bon sens du terme, on l'a dit, on arrive à quelque chose qui est cette conscience, nous l'avons en commun, et en même temps, elle est individuelle, tout au moins elle est personnelle, mais elle nous rapproche sans nous différencier. C'est bien qu'il y en a un auteur commun. Oui. Est-ce qu'on peut travailler à ce que vous faites de manière très féconde, sans nommer le Oui. maître du fruit, l'auteur du fruit? Oui, ça c'est très très beau c'est très très beau d'avoir cette expérience que la conscience est en tout homme et elle gouverne tout homme qui se met dans cette écoute intérieure. Après, comment va-t-il nommer ce qu'il écoute? Et c'est là qu'on a on a des variétés. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Dans une mission que nous faisions, avec un comité de direction évidemment mondial, voilà, il y avait une personne dans ce comité de direction qui était hindoue. Et à la fin de la journée, elle me dit, mais vous êtes hindou? Et je lui dis, non, je suis catholique. Mais pourquoi me dites-vous que vous êtes hindou? Euh, Et elle me dit, parce que ce que nous venons de vivre ensemble aujourd'hui et les clés que vous nous avez données pour convenablement travailler à titre personnel et ensemble, c'est le meilleur, et écoutez bien la phrase, c'est le meilleur de ce que je reçois lorsque je médite la Bhagavad Gita, qui est le texte sacré de l'hindouisme. Et donc c'est quand je suis au plus intime de ma conscience que je touche à des choses universelles que nous pouvons partager. Et c'est très beau parce que lui, recevant de cette tradition ces principes fondamentaux, imaginez que je les recevais de la même tradition. Et ce qui est très très beau, c'est que pour le catholique, ça veut dire que le catholicisme est universel. Oui. Bonne nouvelle, et c'est très beau parce que dans son témoignage, cet hindou, à qui je n'ai pas caché que j'étais catholique, m'a dit c'est le meilleur de ce que je reçois. Et il m'a donné envie de lire la Bhagavad Gita, qui est un livre qui est très beau, dans lequel il y a des très très belles vérités, et il y a quelques passages dont on se dit qu'il y a une plénitude de révélation qui nous est offerte ailleurs, mais qui n'empêche pas de dialoguer, au contraire, qui permet justement de rejoindre l'autre dans cette réalité qui me permet de me laisser interroger, de recevoir et ensemble de progresser vers le meilleur, qui est le fondement du dialogue interreligieux par ailleurs. Dernière question, François-Daniel Migeot, pour être de plus en plus à l'écoute de sa propre conscience, mais toujours, on l'a compris, dans un esprit de collégialité, c'est-à-dire non pas pour s'en prévaloir, non pas pour créer du conflit, non pas pour opposer une conscience individuelle à la conscience de chacun de nos prochains, chacun de nos voisins. De quoi faut-il s'armer? Il faut s'armer sans doute de patience, peut-être aussi de force. À quelle vertu faites-vous principalement appel? Alors il y a deux temps. D'abord se connaître, dans ce que nous appelons les fondamentaux de notre leadership. Quels sont-ils? Il y en a 4. Il y a ce que nous appelons un moment ressource. Qu'est-ce qu'un moment ressource? Je vais vous dire les 4, puis après je détaillerai un peu. Il y a un moment ressource, une vocation professionnelle, une manière d'être à l'autre, et enfin une prétention. Voilà, donc ces 4 éléments, un moment ressource, une vocation professionnelle, une manière d'être à l'autre et une prétention. Je peux découvrir ces 4 éléments de ma personnalité, les fondamentaux de mon leadership, en relisant mon expérience.
mon histoire jusqu'à aujourd'hui. En particulier professionnel, mais pas exclusivement. Pas exclusivement. Le moment ressource, c'est un moment que j'ai vécu, encore une fois dans le livre il y a tous les critères, c'est un moment que j'ai vécu où j'ai été accueilli sans aucune condition, j'ai reçu le meilleur de l'autre, qu'il me l'a donné sans retour et qui m'a laissé libre. Dans notre histoire, on a un moment comme ça, il faut se poser un petit peu pour le trouver. Et quand j'en fais mémoire, quand je le revis, ce moment a la particularité de me remettre dans un état de conscience où je suis... je goûte une grande paix intérieure et une grande disponibilité à l'extérieur avec un alignement de ma pensée, ce que je suis capable de penser, de mes émotions et de mon corps, et une grande présence à l'instant présent. Le moment ressource. La vocation professionnelle, deuxième élément, qu'est-ce qu'une vocation professionnelle ? C'est une petite phrase, éclairer l'essentiel pour aider l'autre à mieux vivre, proposer une alternative pour libérer le potentiel de bien commun, que sais-je. Cette petite phrase, pour celui dont c'est la vocation, c'est un appel à engager le meilleur de lui-même. Connaître sa vocation professionnelle, c'est fondamental. C'est ce qui me permet de donner du sens à chacune de mes rencontres. Et puis, troisièmement, la manière d'être à l'autre. Ça, on en a pas mal parlé. Soit je suis avec vous dans une relation où je dis je et vous dites tu, et il y a une chance qu'on dise nous. Pour notre auditeur, c'est plus sympathique. Ou bien alors, il y a moi, il y a toi, et on est dans une transaction qui va être soit un conflit, soit une ignorance, soit une instrumentalisation mutuelle. Mais dans aucun cas, ce ne sera durable, et dans aucun cas, ce sera plus grand que nous deux. Et donc, c'est une relation qui n'est pas féconde, c'est une relation qui n'augmente pas. Le bien commun, c'est une transaction. Au mieux, c'est à somme nulle. Voilà. Et puis, donc, manière d'être à l'autre. Quelle est ma manière d'être ? Quelle est ma manière de dire « je » pour accueillir un « tu » pour dire « nous ». Et puis enfin, la prétention. La quatrième dimension de la prétention. Qu'est-ce que ma prétention ? C'est une injonction. Briller, sauver le monde, faire avancer les choses, faire la différence. C'est quelque chose comme un commandement intérieur qui me dit « François Daniel, tu dois absolument réussir, tu dois absolument briller, tu dois absolument... » etc. etc. Qu'est-ce que fait cette prétention ? Elle me met sous pression. Elle me met sous pression et elle met mes interlocuteurs sous pression. Et elle divise. Elle ne vous rend pas meilleur. Elle ne me rend pas meilleur. Ni moralement, ni même professionnellement. Absolument. C'est un bon moteur, mais c'est un mauvais maître. Quand je connais ces 4 éléments, je vais pouvoir agir et déployer ce que nous appelons le leadership authentique, être en conscience, déclencher une collégialité, déclencher les transformations authentiques. C'est ce dont le bien commun a bigrement besoin. Chesterton avait raison. Il y a un siècle, nous y sommes maintenant. C'est l'heure de la conscience. Et l'actualité de Thomas More. Merci beaucoup François Daniel Mijon. On lira notamment Thomas More, l'art de diriger chez Salvatore. Un grand merci à vous. Restez bien avec nous, chers auditeurs, puisque nous poursuivons cette émission avec Jean-François Chemin. Bonsoir Jean-François Chemin. Bonsoir Luc Legarsmer. Alors pardon pour mon retard, mais je suis bien présent, en pleine conscience, je vous écoute, j'ai des questions pour vous. Jean-François Chemin, vous êtes bien connu de nos auditeurs, de Radio Courtoisie en général, du Libre Journal des Chevaux Légers en particulier. Vous nous revenez chez Via Romana avec Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature préfacée par Mathieu Bock-Côté. Alors, la conscience, la bonne conscience, là c'est un autre aspect de la question. Cette bonne conscience, c'est souvent une bonne conscience de gauche. C'est un court essai percutant sur la gauche. Est-ce que vous appelez ces 2 siècles de cléricature ? Vous avez lu, j'imagine, Jean-François Chemin, vous avez lu, j'imagine, la thèse de Jean-Louis Harouel, publiée en 2017, « Droite-gauche, ce n'est pas fini ». Alors, pour vous répondre très franchement, je ne l'ai pas lu, même si j'en ai entendu parler et que j'en connais la thèse centrale, mais j'avoue que ce livre est un livre qui m'est sorti du cœur, hein, et qui n'est pas tellement un livre d'érudition où je citerai, je ne sais pas si je cite grand monde d'ailleurs, c'est un livre en fait très personnel. Oui, ça se sent, mais c'est un très grand charme. Alors, le point commun majeur, c'est évidemment ce que vous dites des racines de la gauche sur la sécularisation, la déchristianisation. Je vous cite d'ailleurs Jean-François Chemin, les racines de la gauche renvoient à une double trahison du christianisme, d'une part le millénarisme et sa promesse sur la terre d'un paradis égalitaire de bonheur absolu, et d'autre part la gnose avec son mépris de la matière, de la procréation, du mariage, quelle actualité aujourd'hui, n'est-ce pas, du mariage et de toutes les règles de la vie sociale
Fin de citation. Ce que vous dites de la gauche, Jean-François Chemin, c'est d'abord, pas exclusivement, que ce sont des hérétiques. Vous faites la filiation avec le pélagianisme, l'augustinisme politique et avec l'utopisme. Moi, j'ai un peu envie de vous embêter sur l'augustinisme. C'est toujours, non pas simple, mais tentant d'embêter les auteurs qui dénigrent l'augustinisme politique, parce que Saint-Augustin, c'est le meilleur ennemi du pélagianisme. Oui, Qu'est-ce alors qu'on fait de attention. Saint-Augustin en politique? Je vous pose la question. Pardon? Qu'est-ce qu'on fait de Saint-Augustin en politique? Oui, Je vous pose alors la effectivement, question. la question de Saint-Augustin, elle est délicate, parce que d'abord, le terme augustinisme politique est un terme très récent, hein, qui a été imaginé au début du siècle dernier. La position de Saint-Augustin sur les relations entre politique et religion, entre l'État et l'Église, en gros, elle est claire. C'est lui qui pose la théorie des deux cités et qui dit qu'on ne peut pas confondre la cité des hommes, la cité de Dieu, à l'État la gestion de la cité des hommes, à l'Église de nous conduire vers la cité de Dieu. Et nous dit-il, il n'y a a priori pas de hiérarchie entre les deux. Sauf que, nous dit saint Augustin, donc il pose cette distinction, la mission éminente du souverain chrétien est de conduire ses sujets vers le salut, ce qui fait d'une certaine manière de l'Église une autorité supérieure à lui, ce qui sera ensuite développé notamment dans la théorie des deux glaives, développée par Saint Bernard, Boniface VIII, etc. Donc la position de Saint Augustin sur la hiérarchie entre politique et religion, elle est fine, hein, elle n'est pas évidente. Maintenant, vous parlez du pélagianisme, ça c'est un autre sujet, mais effectivement, face à Pélage qui affirme que on peut faire son salut par sa propre volonté, saint Augustin lui lance rétorque par l'idée du péché originel. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et donc toute prétention de vouloir imposer aux gens, au sujet, une forme de sainteté est une prétention qui est totalement irréaliste. Voilà. Et je pense effectivement que la gauche est totalement héritière à la fois du pélagianisme, parce qu'elle entend faire de nous des saints, hein, lutter contre nos haines, nos phobies, etc., etc. Mais en même temps, elle est augustiniste politique, dans le sens où elle considère que la mission éminente de l'État est de se mêler de notre sanctification, mais une sanctification sans Dieu, une sanctification sans au-delà, une sanctification ici et maintenant. Donc il y a bel et bien dans la gauche ces deux hérésies. Tout d'abord, effectivement, le pélagianisme et ensuite l'augustinisme politique, mais il y en a bien d'autres. Je crois avoir cette expression que la gauche est un conservatoire de toutes les hérésies, ou presque, qui ont pu apparaître depuis, à commencer par le phariséisme. Et un élevage aussi. Un élevage, à commencer par le phariséisme, qui n'est pas véritablement une hérésie, puisqu'il est antérieur même à l'apparition du christianisme, mais on y retrouve également le puritanisme, donc le calvinisme, on y retrouve le catharisme, on retrouve plein de choses dans la gauche. La gauche, c'est formidable. Il y a un autre élément, Jean-François Chemin, que vous dépeignez d'ailleurs avec beaucoup de drôlerie, beaucoup de conviction et de manière très persuasive. C'est un essai, c'est un texte très contemporain qu'on lit avec notre souvenir de ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous présentez la gauche comme un concentré d'impudence et de morgue, notamment en abordant la question fiscale, mais pas seulement la question fiscale, je veux dire la question des subventions. Vous présentez un personnel qui est animé finalement par une hauteur et une condescendance que l'on ne trouverait pas à un tel niveau chez les derniers aristocrates des groupes de droite au Sénat. Bah, absolument. Bon, ma thèse centrale, c'est de montrer que la gauche est l'héritière du clergé d'Ancien Régime. Alors, il ne s'agit pas de dire que le clergé d'Ancien Régime était composé d'impudents, etc., mais c'était clairement une caste de personnes qui étaient d'abord des gens qui, globalement, avaient fait plus d'études que les autres, hein, donc c'était des intellectuels, c'était des clercs, qui disposaient d'un magistère intellectuel et moral. Et donc la gauche aujourd'hui est composée de clercs, alors tout un tas de professions qui vont de l'universitaire au juge en passant par le journaliste, L'enseignant.
Oui, enfin, L'enseignant, dites-le, mais oui, oui, dites-le. oui, Vous pouvez le tous dire. les enseignants. Sauf qu'il faut distinguer l'universitaire, c'est le haut clergé, et l'éducation nationale, c'est le bas clergé. De même, il y a les journalistes qu'on voit à la télévision, et puis il y a les petits folliculaires de province. Il y a effectivement également donc, tout le monde de la justice, beaucoup d'avocats, etc. Tout ça, ce sont des clercs, c'est-à-dire des gens qui disposent d'un magistère intellectuel et moral et qui sont tous payés avec nos impôts, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient subventionnés, qui sont tous payés avec nos impôts pour nous expliquer à quel point on est insuffisant intellectuellement et moralement. Ceux qui les disposent eux-mêmes de l'être, puisqu'ils sont placés en chair, hein, donc ils nous surplombent, et finalement, c'est faites ce que je dis, faites pas forcément ce que je fais. Ah, donc il y a effectivement une impudence. Prenons l'exemple, alors je serai très prudent évidemment, mais prenez l'exemple de quelqu'un qui vient de sortir un livre pour une dystopie, pour essayer d'imaginer Marine Le Pen au pouvoir. Cet homme se présente comme étant de gauche depuis les origines, hein, depuis Normal Sup et l'ENA, alors que ce type, après les cabinets ministériels, est passé par la Générale des Eaux, est passé par la Banque Rothschild, il est marié à une aristocrate personnalité des affaires, lit-on dans sa rubrique Wikipédia. Et voilà quelqu'un qui va nous Non, il ne faut expliquer que... pas lire Wikipédia. Alors, vous ne pouvez pas dire ça et vous Oui. réclamer de Wikipédia, Jean-François Non, non, Chemin, non, c'est non, mais pas parce que je cohérent. connais... Bon, je me suis renseigné sur cette personne aujourd'hui parce que j'avais une raison de le faire, donc voilà, c'est une découverte, je ne le connaissais pas spécialement, et donc il vient de sortir un livre pour conspuer la championne des gens sur lesquels excusez-moi l'expression, c'est pas de l'anglais, j'ai le droit de le dire, ça fait 50 ans que cet homme-là chie sur le bon peuple, et il vient nous expliquer que Marine Le Pen est une candidate qui ne vaut pas un clou. Voilà, donc ça c'est la gauche. Ce sont des gens qui surplombent, le peuple, hein, et avec encore une fois un magistère intellectuel et moral, et donc un mépris pour le peuple qui est tout à fait extravagant. Il y a aussi, Jean-François Chemin, un troisième aspect qui est que pour vous, les gens de gauche sont tout simplement des fous, par irréalisme, par perte du sens des réalités, etc., etc. Mais à cela, on a envie évidemment de vous demander si vous-même, à droite, vous ne trouvez pas parfois un dogmatisme que l'on ne confondra pas avec le dogme, ou même un rationalisme, c'est-à-dire finalement les mêmes qualités, ou plutôt les mêmes défauts, peut-être un degré un peu inférieur, ou peut-être simplement avec un décalage dans le temps. Est-ce que la Je dirais droite que est exempte de tout reproche en matière non, de non, folie? alors j'ai une formule qui montre que finalement je renvoie un peu chacun dans ses défauts. Je dis que la gauche, c'est l'enfer des bonnes intentions et que la droite, c'est trop souvent le paradis des mauvaises. Bon, effectivement, la gauche est utopique, elle a un côté assez platonicien. Elle considère que le réel n'existe pas et que finalement il n'est qu'une interprétation. Si vous trouvez qu'il y a trop de violence dans les rues et qu'elles sont liées à telle ou telle catégorie de personnes, vous avez beau l'avoir observé jour après jour, on viendra vous expliquer que finalement c'est votre filtre, c'est votre prisme, c'est vos a priori, etc. Donc ça c'est la gauche. Hein, et À voilà. cet égard, elle est en un sens très française, Jean-François Chemin. Ah oui, mais de ce Pour point de cet amour vue-là, des idées et la façon dont on veut toujours qu'elles écrasent la réalité, c'est sans doute malheureusement très français, oui, alors c'est français. au moins Maintenant, depuis Descartes. on parlait tout à l'heure de Thomas More, c'est quand même lui l'inventeur du mot utopie. Hein, donc voilà, les utopies, il y en a Faut beaucoup. renvoyer la balle aux Anglais. Mais Il y en poursuivez, a je vous en aussi prie. dans le monde anglo-saxon. La droite, au contraire, c'est le réalisme. Elle va plus se situer dans la tradition d'Aristote et observer les faits et en tirer des conclusions. Je dirais que le défaut de la droite, ça pourrait être une forme de défaitisme par rapport aux faits, une sorte, peut-être même chez certains, de cynisme. Hein, et donc, il faut trouver effectivement un équilibre entre le refus de la réalité qu'on va retrouver à gauche et peut-être une certaine complaisance avec elle. Mais personnellement, pour ma part, je considère que la volonté de mettre en place par tous les moyens une utopie par définition irréaliste a quand même dans l'histoire donné des résultats tout à fait effrayants, y compris des résultats qu'on prête
soi-disant à l'extrême droite, parce que moi j'affirme par exemple qu'une idéologie comme le national-socialisme est une idéologie qui a toutes les caractéristiques d'une idéologie de gauche, hein, Oui. clairement. Voilà. Donc, je pense que les utopies de la gauche sont quand même des utopies qui ont eu des conséquences tout à fait terribles. Encore une fois, c'est l'enfer des bonnes intentions. Et la bonne intention ne suffit pas à justifier les moyens utilisés. Un dernier point, Jean-François Chemin, c'est la question de l'action et de la malfaisance. Vous présentez la gauche comme un ensemble de procureurs et même de persécuteurs. J'ai noté un élément particulièrement important qui est page 98 dans Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature. Non, ça c'est davantage sur l'islam. Ah, veuillez m'excuser, c'est bien page 61. Et pour cause, le caractère éminemment religieux de l'homme de gauche, un clerc en lutte contre le mal par les mêmes violences dont il fait reproche à l'Église catholique, donne à sa mission un caractère sacré. Fin de citation. Il n'y a pas de gauche sans accusation, sans poursuite, sans persécution, voire sans homicide. C'est-à-dire que la gauche, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était un concentré de toutes les hérésies qu'on puisse imaginer, est également un concentré de tout ce dont on peut faire reproche à l'Église, hein. On fait reproche à l'Église de son dogmatisme, on fait reproche à l'Église de l'Inquisition, etc. Donc la gauche, clairement, est l'héritière de ce genre on lui fait aussi reproche de son cléricalisme. La gauche, finalement, est l'héritière de ces travers qu'on a pu, à juste titre, imputer à l'Église, c'est-à-dire que ce sont des clercs dogmatiques qui passent leur temps à considérer que ceux qui ne pensent pas comme eux sont des hérétiques et donc doivent faire l'objet d'une inquisition. Et je constate que nos amis de gauche sont des gens qui ont un certain talent pour instruire des dossiers contre les gens, un peu comme a pu faire la Stasi, hein. Ils ont des dossiers et ils balancent, sachant que les gens qui ne pensent pas comme eux, ils considèrent que ce n'est pas simplement une différence d'opinion, mais que c'est quelque chose finalement d'immoral dont ils veulent systématiquement faire un délit. Donc Et ça appuie l'accusation. la gauche ne débat pas tant qu'elle instruit des dossiers d'accusation qui sont des dossiers d'accusation morale et qui peuvent déboucher sur le pénal. Et c'est son mode d'action en permanence, c'est de vous expliquer d'une part que ce que vous dites constitue un délit pénal et que de toute façon vous êtes bel et bien une crapule parce que par ailleurs vous avez détourné des emplois parlementaires ou utilisé des fonds de manière malhonnête, etc. Donc vous êtes malhonnête. En plus d'être un salaud, vous êtes un malhonnête. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Chemin, d'abord pour avoir publié cet essai court et percutant, très agréable à lire. Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature chez Via Romana. Merci et à bientôt. À bientôt. Bonsoir Jean-François Chemin. Chers auditeurs, cette émission s'achève. Merci beaucoup de l'avoir suivi avec nous. Merci beaucoup à mes 3 invités. Arnaud Blin pour 1566-1659, La guerre des nations chez Passé Composé. François-Daniel Mijon, fondateur du Thomas More Leadership Institute pour La passion d'une conscience, 8 contemplations avec Thomas More et également avec Thomas More, l'art de diriger, toujours chez Salvatore. Et puis Jean-François Chemin pour Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature chez Via Romana. Pensez à régler vos cotisations. Nous nous retrouvons dans 4 semaines. Ce sera le 26 février, d'Arrebourg, Servalilium.